Monsieur Le Pen, vous êtes un homme politique connu, vous avez été syndicaliste étudiant, puis vous avez servi comme volontaire en Indochine, comme officier parachutiste, après quoi vous avez été élu en 1956, à 27 ans je crois, le plus jeune député de France, sous l'étiquette de l'Union de défense des commerçants et des artisans. Vous avez renoncé momentanément à votre mandat parlementaire pour servir à nouveau en Algérie, comme officier au 1er régiment étranger parachutiste, et vous avez été élu une seconde fois à l'Assemblée nationale sous l'étiquette du Centre national des indépendants d'Antoine Pinet. Aujourd'hui, vous êtes président du Front national et candidat à la présidence de la République. Cela étant, il y a 12 candidats, il y aura un élu. Pensez-vous que votre candidature puisse être autre chose qu'une candidature de principe? C'est le peuple français qui va répondre à cette question. C'est lui qui, après avoir soupesé les programmes et après avoir jugé les hommes, décidera de la décision finale. Et il est bien évident que ce choix, il le fera avec sérieux, après avoir réfléchi et sans passer par les intermédiaires habituels de l'opinion, très directement. Et c'est ça l'avantage de la campagne présidentielle, c'est qu'elle établit un contact direct entre l'homme et ses idées et les électeurs et les électrices. Vous savez, les sondages, les pronostics, les prévisions, dans la mesure où ils sont parfaitement détachés de tout intérêt, je n'y crois pas beaucoup. Parce que je voudrais vous citer un exemple. Quand j'ai été élu jeune député en 1956, personne ne pronostiquait la victoire des 53 députés de mon groupe politique. Et alors qu'on pronostiquait au contraire que les gaullistes allaient faire un assez bon score, dans mon secteur électoral, il passait de 130 000 voix à 14 000. C'est dire que l'opinion des Français peut sur les hommes changer. Et que c'est d'ailleurs pour cela qu'il y a une élection présidentielle et qu'ils vont pouvoir juger les politiques, les trois politiques dans le fond qui leur sont proposées, celle de la majorité défendue par M. Chaban-Delmas, Giscard d'Estaing et Royer, et celle de l'opposition socialo-communiste défendue par M. Mitterrand, et celle en quelque sorte de l'opposition nationale, c'est-à-dire la mienne, autour du programme de salut public que je préconise. Vous êtes un homme de droite, vous professez des idées de droite, et c'est une originalité de votre part, et pourtant, vous êtes un homme du peuple. Eh bien, je crois qu'il n'y a pas d'incompatibilité du tout entre la droite et le peuple, au contraire. Je suis bien sûr un homme du peuple. Je suis un breton qui est né d'un père marin-pêcheur et d'une mère paysanne. J'ai fait toutes mes études comme boursier et je suis un Français comme tous les autres, c'est-à-dire un homme qui est salarié, qui est responsable d'une entreprise, qui est père de famille. Et par conséquent, je connais toutes les difficultés, toutes les angoisses quelquefois, et aussi tous les espoirs, les espérances des Français. Et je crois que je suis autant et peut-être plus qu'un autre capable de les interpréter politiquement. Et la droite fait souvent référence à la défense des valeurs traditionnelles. Or, un autre candidat que vous-même s'attache à défendre, semble-t-il, les valeurs traditionnelles, c'est M. Jean Royer. Oui, écoutez, je dois vous dire que, sans parler de la personnalité de M. Royer, qui est probablement un fort honnête homme, encore qu'il l'affirme vraiment d'une manière qui est un petit peu insistante, je vous assure que moi, je n'ai pas besoin de dire que je suis honnête, parce que c'est la malhonnêteté qui est l'exception dans les milieux que je fréquente. Il ne semble pas que ce soit le cas dans les milieux gouvernementaux que fréquentait encore récemment M. Royer. Mais je crois que c'est un candidat du gouvernement. Il est, comme l'a dit d'ailleurs M. Mesmer à Sarreguemines, il y a très peu de temps, il y a 3 candidats de la majorité, ceux que j'ai cités et M. Royer. Mais je crois qu'il est nécessaire de rappeler aux gens un certain nombre de choses. M. Royer a dit l'autre jour qu'il était pour le respect de la vie. Mais enfin, il était membre, il y a une quinzaine de jours, du gouvernement qui a déposé le projet de loi Poniatowski sur le bureau de l'Assemblée nationale, projet de loi qui organise la légalisation de l'avortement. Et il est donc solidaire de cette politique. Je ne comprends pas qu'aujourd'hui, ils viennent dire le contraire. En tous les cas, vous avez un autre point commun avec M. Royer, c'est que vous avez été élu la première fois sous une étiquette de défense des commerçants et des artisans. C'est exact, mais vous savez, les gens qui espèrent et les gens qui pensent que les commerçants et les artisans vont se déterminer en ce qui concerne l'avenir de la France uniquement à travers leur tiroir-caisse, se font une piètre opinion de cette catégorie de citoyens que je connais bien et dont je sais très bien qu'ils jugeront, eux, la politique et les hommes qui leur sont proposés en fonction des intérêts de la France et en fonction de son avenir.
Dans votre programme, j'ai remarqué particulièrement que vous insistez sur la réforme de l'État et sur la réforme de l'administration. Les programmes politiques ne sont rien s'ils ne sont pas appliqués. Ils restent au stade des promesses électorales dont nous savons ce qu'elles valent. Pour pouvoir appliquer une politique et pour changer de politique, si les Français désirent véritablement ne pas retomber dans les errements, s'ils désirent ne pas voir ce qui risque de se voir demain, c'est-à-dire l'affrontement entre une France coupée en deux, il faut changer de politique. Mais pour changer de politique, il faut pouvoir l'appliquer. Les mesures que je propose, si elles sont appliquées par un État impuissant comme il est, pléthorique, je vous rappelle que nous avons 3 800 000 fonctionnaires, qui absorbent véritablement l'énergie de la nation sans la rendre, eh bien, c'est impossible. Il faut donc d'abord réformer l'instrument avec lequel on va faire la nouvelle politique. Cet instrument, c'est l'État, c'est l'administration. J'aurai l'occasion, mercredi soir, de consacrer ma prochaine émission spécialement à cette partie de la réforme de l'État, de la politique étrangère et de la défense nationale. Autre point prioritaire dans votre programme, vous donnez l'avantage aux problèmes des gens du troisième âge. Eh bien écoutez, je crois que, avant toute chose, quand une situation est parfaitement injuste, il faut aller au plus pressé. Et si vous voulez, c'est une mesure à court terme que je propose, c'est l'indexation des pensions, des retraites et des allocations qui sont données aux personnes du troisième âge. Pourquoi? Parce que notre civilisation cruelle semble éliminer les gens à partir du moment où ils ont cessé de servir. Or, le troisième âge, ce sont des Français comme les autres, à qui nous sommes redevables de notre liberté et de notre prospérité qu'ils ont conquise et transmise par leur travail et par leur sacrifice. Ils ont donc droit, dans notre collectivité, à une part qui n'est pas à l'écart, dans des mouroirs où on les enverrait attendre l'issue finale. C'est pour ça que je préconise une politique globale du troisième âge qui les intègre véritablement à la vie sociale et même à la vie économique où beaucoup de gens, s'ils le désirent, même après leur retraite, peuvent rendre des services, par exemple comme conseillers des petites et moyennes entreprises. Voyez-vous, je crois que ce problème-là est un problème d'humanisation des rapports sociaux et d'humanisation de la vie. Les vieillards ou les vieilles personnes, les personnes âgées, le troisième âge, n'ont pas seulement besoin d'être nourries et logées, elles ont aussi besoin d'être aimées. C'est un problème de démographie en général, alors. Eh bien écoutez, le problème de démographie se pose en effet à la France de manière aiguë. Et pour pouvoir assurer aux gens du troisième âge, c'est-à-dire nous demain, nous tous, une vie décente, il faut qu'il y ait suffisamment de Français pour travailler. Or, le taux de natalité de la France est en train de baisser dangereusement. Et d'ores et déjà, le petit avantage que nous avons est constitué pour plus de la moitié, soit par l'immigration étrangère, soit par les naissances étrangères. Alors je dis, et je lance un cri d'alarme à la France, la démographie française est en péril et elle doit être préservée. C'est pour cela qu'il faut élaborer une véritable politique familiale, alors que très précisément, tout ce qu'on a fait jusqu'à présent a consisté plus exactement à abaisser la famille et à la priver de ses ressources. Je propose donc des mesures concrètes pour que les chefs de famille, père ou mère, qui sont, comme l'a dit Péguy, les aventuriers du XXe siècle, puissent véritablement élever des enfants, ce qui est l'avantage de toute la France, sans que ce soit pour eux une charge écrasante. Je propose donc des mesures concrètes, une mesure fiscale portée d'une demi-part à une part, le dégrèvement fiscal, parce que tout le monde sait dans notre pays qu'un enfant coûte aussi cher à entretenir qu'une grande personne, et aussi des mesures en faveur des mères de 3 enfants qui vont avoir un 3e enfant, et quelques autres sur lesquels ils pourront se reporter dans mon programme. Mais alors, problème du financement, parce que tout cela coûte cher, et où dégagez-vous les crédits? Eh bien, vous avez bien raison de poser le problème du financement, et j'aurais dû peut-être en parler auparavant. D'abord, les mesures sociales et économiques dont je parlerai la semaine prochaine, je les financerai par une coupe sombre, d'abord dans les missions de l'État, n'est-ce pas? Il faut que l'État se débarrasse de ses missions économiques, il faut qu'il se débarrasse de toute une série de dépenses de prestige qui sont financées par les Français et qui ne leur servent pas. Tenez, je vais vous donner un exemple, celui de Concorde. Concorde a coûté 14 milliards lourds, n'est-ce pas? C'est-à-dire 1400 milliards. Et ne sera jamais, très probablement, hélas, qu'un grand jouet. Eh bien, en quoi cela a-t-il coûté aux Français? Eh bien, le Concorde, très précisément, a coûté à tous les Français, à chaque famille française, 1000 francs lourds, 100 000 francs anciens. C'est-à-dire le prix de la machine à laver que
la vaisselle que vous attendiez peut-être, madame. Alors je dis qu'il faut faire des économies, et cela financera le programme social et économique que je préconise. Mais en ce qui concerne très précisément la politique familiale, je la finance non point par cela, mais par l'excédent des caisses d'allocation familiale qui se montent actuellement à 9 milliards de francs lourds, 900 milliards d'anciens francs, et il y a là largement de quoi assumer les charges d'une politique familiale, et ce ne serait que justice, car il est bien juste que les allocations familiales aillent à la famille. Vous avez été rapporteur du budget de la guerre à la Commission de la Défense nationale. Vous avez été officier, vous avez servi plusieurs fois, je l'ai dit, en Indochine et en Algérie. On peut être surpris de vous voir prendre une position d'hostilité par rapport au service militaire. Une position d'hostilité, c'est beaucoup dire. La défense nationale, n'est-ce pas, est la mission fondamentale de l'armée. L'armée, dans un pays, est faite pour le protéger de l'invasion étrangère. C'est un service. Ce service doit être rempli de la manière la plus efficace qui soit et la moins pesante. Il est inutile de faire un service si ça ne sert à rien. Or, les armées modernes mettent en œuvre des techniques, des moyens matériels extrêmement sophistiqués, extrêmement coûteux, difficiles à maîtriser, et il n'est pas possible de former des personnels sur ces matériels en un an. C'est la raison pour laquelle je me suis prononcé très nettement pour une armée de métier, convenablement rémunérée, et pour un service militaire volontaire, intensif de 6 mois. Le service militaire était supportable quand il était égal pour tous. Ce n'est plus le cas depuis longtemps. En effet, il y a à peu près un tiers des recrues qui ne font pas leur service militaire en prétextant je ne sais quel malaise physique. On est très large, je sais, sur ce plan-là. Un autre tiers fait son service militaire dans la coopération, en étant payé, n'est-ce pas, et dans des conditions qui ne servent pas toujours le prestige national. Ils le font parce qu'ils ont des relations, ils vont à l'étranger, et somme toute, ne reste à faire le service militaire qu'un tiers de gens, les gens du peuple, ceux qui ne connaissent ni députés ni ministres, les fils d'agriculteurs, les fils de commerçants, d'artisans, d'ouvriers. Ceux-là font un service militaire qui, dans les conditions actuelles, hélas, les rentrent, j'en vois souvent, les renvoient dans leur famille, pas toujours très portés sur les responsabilités militaires. Alors je crois qu'il faut faire cesser cette inégalité et prendre des mesures qui sont convenables, modernes, efficaces. L'armée de métier, c'est un danger, c'est l'armée de prétoriens, un jour ou l'autre. Vous savez, là, je vais vous citer 2 pays qui ont des armées professionnelles, c'est-à-dire qui n'ont pas de service militaire obligatoire, de conscription. Les États-Unis, l'Angleterre, je ne sache pas que ce sont des pays dont on discute les règles démocratiques. Mais il y a aussi un point dans votre programme qui est original et que personne ne vous discutera, je crois. Vous demandez, pour les forces de l'ordre, le soutien de l'opinion. Eh bien, écoutez, parce que je pense qu'il est fondamental que l'ordre règne dans un pays. Parce que le désordre et l'anarchie, c'est quand même une autre forme d'ordre. C'est la dictature des forts, c'est la dictature des puissants, c'est la dictature des brutaux. Et je crois qu'il n'y a pas de liberté sans ordre. Et qu'il est inconvenant que les forces de l'ordre qui assument cette tâche difficile soient conspuées ou méprisées et non défendues par l'État. Voyez-vous, il y a là, je crois, une injustice dont cette catégorie de citoyens est la victime, et je crois qu'il est normal que les fonctionnaires qui font leur métier soient protégés dans l'exercice de leur métier. Vous savez, les Français aiment voir Guignol battre le gendarme, et puis il arrive un jour où le gendarme est fatigué d'être battu, il s'en va, et à ce moment-là, les citoyens se retrouvent en tête-à-tête avec les bandits, et c'est une autre affaire. Pensez-vous particulièrement à l'ordre dans les universités, dans les lycées? Oh, je parle de l'ordre dans tout le pays. Je reviendrai sur la question de l'université, qui est une question fondamentale, puisqu'elle tient l'avenir de tout le pays. Mais vous voyez bien que le désordre monte, le banditisme, la criminalité, et il n'est pas possible de ne pas faire quelque chose sous peine de voir sombrer le pays dans l'anarchie et la guerre civile. Il y a beaucoup d'autres points dans votre programme, mais je voudrais vous demander, puisque nous n'aurons pas le temps aujourd'hui de tous les voir, de choisir ceux qui vous semblent le plus important dans l'immédiat. Eh bien écoutez, j'ai dit que je consacrerai ma prochaine émission mercredi soir aux questions de l'État, n'est-ce pas, et de l'administration. Et les problèmes économiques et sociaux, la semaine prochaine, lundi prochain, je crois que c'est à midi, je traiterai d'autres problèmes, et en particulier l'école, l'immigration étrangère, et toute une série de problèmes capitaux pour l'avenir des Français et de la France. Et en politique étrangère, par exemple, l'Alliance Atlantique. Eh bien écoutez, en politique étrangère, je pense que la France doit mener sa politique pour garder une réelle indépendance
avec ceux qui sont ses alliés naturels, c'est-à-dire d'abord ses alliés européens et bien sûr ses alliés de l'Alliance Atlantique. Au moment où l'URSS masse des troupes très importantes au plan classique et atomique, je crois que la liberté des Français et la sécurité de la France ne peuvent être assurées qu'avec ses amis, ses véritables amis. L'Europe, par exemple. Et d'abord, et bien sûr, l'Europe. Il faut pousser la coopération européenne et l'inclure, je crois, dans une forme réaliste. Et je crois que ce qu'il serait important de faire tout de suite, avant toute chose, c'est la Confédération européenne qui aurait à sa disposition une politique étrangère, une politique militaire et peut-être une politique monétaire commune. C'est cette forme de coopération qui, je crois, peut le mieux protéger notre prospérité et notre liberté. Et quelle est la place dans cette Confédération européenne des régions? Eh bien, voyez-vous, je pense que je suis un adversaire, inutile de vous dire, des séparatismes à l'intérieur de la France. Mais je pense que la région doit jouer son rôle et qu'on doit, et je pense en particulier à ma Bretagne natale, et qu'on doit favoriser, autant que faire se peut, la vie culturelle, la diversité très enrichissante de nos différentes régions françaises. Je crois que ça ne va pas du tout à l'inverse d'un patriotisme que je ne laisserai pas, je dois vous le dire, atteindre. Donc vous êtes un candidat de droite et vous êtes aussi opposé au gaullisme qu'au communisme. Exactement. Je suis la troisième solution. Je suis le candidat d'une droite qui est sociale, populaire et nationale. Mais parce que la situation est grave, je propose un programme de salut public que je demande à tous les Français et à toutes les Françaises de juger en leur âme et conscience avant de rendre le verdict de dimanche en 15. Salut public, donc danger très proche. Eh bien, je crois que la France est menacée. Je crois que actuellement, on essaye de le lui faire oublier. La crise énergétique et des matières premières, vous le savez, mettent notre économie en péril. Et tout le monde sent bien, même si on essaye d'effacer cela pendant la campagne électorale, qu'il y a de très graves menaces sur l'emploi et que beaucoup de Français sont guettés par le chômage. Et je dis que ce n'est pas le moment de faire des promesses inconsidérées, c'est le moment pour les Français de se resserrer autour d'un véritable programme de gouvernement capable de leur éviter ces dangers. Bien, je vous remercie. Alors donc, vous retrouverez les auditeurs, les téléspectateurs mercredi, Mercredi soir soir de votre programme. C'est cela. Bonsoir et merci.